Bien, donc je vous propose de reprendre nos travaux, comme on dit, avec effectivement, comme je vous l'ai dit, une présentation sur l'accident du sous-marin Titan, sur l'épave du Titanic, qui est en fait un prétexte pour effectivement continuer à approfondir ce sujet, puisque j'imagine Didier Léandri, que sera l'occasion effectivement de voir toutes ces problématiques de certification, de secours et autres. Mais comme vous avez pu le constater, effectivement, l'accident du Titan sur le Titanic a lancé vraiment un intérêt, un engouement du grand public et des journalistes sur ce nouveau phénomène de sous-marin privé, puisque c'était le cas, effectivement, on est en présence d'un sous-marin privé. Donc je propose à monsieur le professeur d'université Didier Léandri, mais aussi capitaine de frégate de réserve de la marine et organisateur des journées nationales des réservistes, de passer à ce moment important du colloque. Merci Didier. Bien, merci Thierry. Je souhaite tout d'abord remercier la présence de monsieur le préfet, monsieur le député qui va arriver. Remercier aussi notre président de l'université qui nous a autorisés et soutenus dans cette démarche. Et remercier nos participants, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités. Je souhaite vous remercier de votre présence et de votre soutien. Je vais donc essayer de présenter non pas l'accident en lui-même du Titan, parce que bon nombre de personnes en ont parlé, et puis en soi ce n'est que la conséquence d'une succession d'anomalies, d'erreurs, voire même d'actions malhonnêtes. J'utilise ma casquette de professeur d'université pour dire ça. Pour vous montrer qu'on peut contourner les réglementations et on peut les contourner avec un objectif vénal et vous montrer comment est-ce que cela a été fait et quelles en sont les conséquences. Donc en clair, je vais essayer de vous montrer bien ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il faut éviter et pourquoi il est nécessaire justement qu'il y ait des garde-fous, qu'il y ait une réglementation. C'est justement pour que ce genre de situation ne se reproduise pas et pour que ce ne soit que par la suite, si ça se produit par malheur, un vrai accident et non pas une catastrophe annoncée. On se place en 2009, une personne présente en bas à gauche, j'espère que vous le verrez, Stockton Rush, qui est quelqu'un qui a travaillé dans le domaine de l'aéronautique, qui a surtout réalisé un MBA, s'associer avec deux financiers pour monter en 2009 la société OceanGate. Cette société, initialement, avait pour vocation d'apporter un soutien sous-marin aux infrastructures offshore et accessoirement amener quelques touristes à visiter des récifs coralliens dans les Bahamas. Cette société achète un sous-marin, un submersible du moins, avec pour la vocation initiale de rendre les fonds marins accessibles à tous. Bon, ça partait d'une bonne intention. Et un ticket pour chaque passager qui va entre 10 et 40 000 $. Donc là, la notion de tous, ça devient subjectif. Mais c'est un sous-marin qui a déjà été certifié, qui est fiable, et pour lequel il y a des visites qui sont, on va dire, classiques et qui sont d'agrément. Parallèlement à ça, c'est une période où on trouve des gens comme Sir Richard Branson, qui crée Virgin Galactic, Jeff Bezos, qui crée Blue Origin, et qui propose, presque à la même période, des voyages dans l'espace pour des particuliers. Et là, le prix du billet tourne entre 250 000 $ et $1 million. Et on s'aperçoit qu'il y a un marché, qu'il y a des clients, voire même une liste d'attente significative. Et donc, la notion de tourisme de l'extrême prend son sens. Ça vous a été présenté ce matin. Et on s'aperçoit qu'il y a une demande très significative dans ce domaine-là.
OceanGate, qui est donc dans le domaine sous-marin, qui propose des visites jusqu'à 40 000 $, se dit pourquoi ne pas profiter de ce créneau, étant donné qu'à l'époque, ils étaient quasiment les seuls sur le domaine, et se positionne cette fois à 100% sur la notion de tourisme de l'extrême. Tourisme de l'extrême avec un premier engin qu'ils ont appelé en 2015 le Cyclops 1, qui est monté sur une structure en acier, donc qui a déjà fait ses preuves, qui est capable d'aller faire des interventions, des visites essentiellement sur des endroits touristiques avec un dôme vitré qui permet d'avoir une très bonne visibilité. Et ils s'aperçoivent qu'il y a une demande pour, pareil, du tourisme de l'extrême, mais encore plus extrême. Et à ce moment-là, ils prévoient en 2016 de fabriquer le Cyclops 2, qui donc devrait pouvoir aborder 6000 mètres. C'était l'objectif initial. Dès 2015, le but est de créer et d'exploiter des engins, et en particulier le Cyclops 2, de telle sorte à créer une flotte d'engins. Et donc, il se crée une course en avant, et nous avons le PDG donc de l'entreprise qui commence à entrer, on va dire, en bataille, à la fois financière et administrative, sur 4 items. Premièrement, il décide d'attaquer frontalement la loi de 93 sur la sécurité des navires à passagers. Cette loi américaine a un défaut, c'est qu'elle parle justement de la notion de passager. Ça vous expliquera plus tard pourquoi est-ce que toutes les personnes qui sont embarquées se retrouvent affublées du titre de spécialiste de mission. Ce ne sont donc plus des passagers. Et en jaune, c'est une citation, je ne la cautionne nullement, il explique que cette loi a inutilement donné la priorité à la sécurité des passagers plutôt qu'à l'innovation commerciale. Donc déjà, lorsque vous avez une entreprise qui fait de l'intervention sous-marine et qui affiche ça noir sur blanc, il vaut mieux prendre ses jambes à son cou, mais c'est la réalité. Deuxième item, le but est de créer donc un comité d'évaluation pour certifier les navires. En clair, il veut créer son pool d'entreprises, voire même faire de l'auto-certification ou autoriser l'auto-certification. Et il utilise l'argument que certains navires sont tellement innovants qu'ils ne peuvent pas être certifiés par des méthodes classiques. Bon, je vous laisse l'appréciation de cette affirmation qui est fondamentalement grotesque, mais en tout cas, c'est un axe qui a été soutenu, qui a été porté et qui a été tout à fait cautionné par de nombreuses entreprises à l'époque. Troisième item, le but est de rendre rentable la création d'une flotte de submersibles destinée à explorer les épaves et les lieux attractifs. Jusque-là, ça paraît logique. Quatrième item, on doit produire un engin qui serait simple, réutilisable et très économique. Là, ça relève quelquefois de la mission impossible et c'est bien souvent quelque chose qui conduit à aboutir à des catastrophes. Mais en tout cas, le PDG de l'entreprise part sur ces 4 items et ils resteront le leitmotiv permanent de l'entreprise et de son fonctionnement. Pour vous donner un exemple des actions qu'il a menées, en 2017, je vous présente un des slides qui a été présenté à la conférence de l'Explorers Club. Les submersibles ne sont pas dangereux, sont très économiques. Ils ont transporté 15 millions de passagers. Je vous avoue, on a travaillé plus d'1 mois pour arriver à retrouver ce chiffre de 15 millions en faisant des approximations immenses. On arrive à quelques centaines de milliers, mais pas du tout 15 millions.
Donc, ils ont transporté 15 millions de passagers au cours des 35 dernières années, sans accident. Pareil, la notion de sans accident, là aussi, c'est très subjectif. Et donc, ça vous donne une idée des messages qui étaient transmis par cette personne, en sachant que l'Explorers Club est un club d'investisseurs et dans lequel c'est un lieu idéal pour faire des levées de fonds. Et justement, quelques mois après, il y a eu une première levée de fonds de 18 millions de dollars qui a été réalisée au bénéfice de sa société. Autre item, monter un groupement d'entreprises qui serait capable de faire de la validation de submersibles, justement innovants, avec plusieurs niveaux de guillemets, et il envoie un dossier auprès des gardes-côtes, et je vous ai mis donc ici une des pages qui a été rapportée par certains gardes-côtes, dans lesquels on va trouver bien la NASA, on va trouver Boeing, on va trouver des entreprises tout à fait connues comme Sonardyne, Teledyne, qui sont des entités éminemment respectables et qui pourraient être entreprises certificatrices d'engins, là encore, innovants, et qui pourraient donc soutenir cette action et qui sont présentés comme étant des collaborateurs directs de cette démarche et soutenant cette démarche. Le dossier est envoyé aux gardes-côtes, les gardes-côtes l'évaluent. Ce dossier, d'ailleurs, je l'ai évoqué en bas de page, oublie de mentionner l'Université de Washington, qui pourtant, effectivement, avait véritablement collaboré, mais uniquement par l'envoi de quelques stagiaires, donc pas plus, et quelques calculs simplifiés. Les gardes-côtes répondent à l'entreprise et essayent de lui expliquer que, premièrement, une entreprise ne peut pas être son propre certificateur, et ça, c'est un point sur lequel la réponse était éminemment pertinente. Et je vous ai mis en rouge les liens réels de chaque entreprise avec OceanGate, notamment, c'était des achats de matériel, c'est tout. Les entreprises n'étaient même pas au courant qu'elles étaient citées comme étant potentiellement certificatrices. Et on va jusqu'à la NASA qui n'a jamais trouvé trace d'un moindre échange avec cette société. On passe par des entreprises comme Northrop Grumman qui avaient simplement mis à disposition un hangar, c'est tout. Donc de là à les présenter comme des collaborateurs d'un grand projet, vous apercevez qu'il y a une distance de la coupe aux lèvres. Donc la réponse des gardes-côtes a été de dire écoutez, respectez les méthodes classiques et tenez-vous-en là. Parallèlement à ça, pour soutenir cette action de dépôt de dossier, de certification, l'entreprise qui n'avait aucun spécialiste de technologie sous-marine et qui s'en vantait, je ne l'ai pas mis dans mon exposé pour ne pas prendre trop de durée, mais vantait absolument l'absence d'un quelconque spécialiste dans le domaine, se décide à avoir un consultant extérieur qui s'appelle David Lockridge, le fait travailler à partir de mai 2015 sur des projets qui n'étaient pas liés au Cyclops 2, qui deviendra plus tard le Titan, et petit à petit l'associe à ce qui va devenir le sous-marin Titan. Et à ce moment-là, David Lockridge commence à s'inquiéter et commence à envoyer d'abord des notes internes vers la direction en signalant bien son inquiétude sur le fait que la coque risque de ne pas tenir, sur le fait qu'il y a des matériaux inflammables qui sont prépositionnés à l'intérieur du sous-marin, sur le fait que les circuits électriques sont montés d'une manière un peu aléatoire. Et il se fait d'abord taper sur les doigts jusqu'à ce qu'il se fasse carrément renvoyer. Et ça va même au-delà puisqu'il est amené devant un tribunal pour fuite d'informations.
divulgation d'informations confidentielles. Il y a une procédure au tribunal qui est enclenchée contre lui par la société OceanGate, en plus de son renvoi. Mais il s'avère que le procès n'a jamais eu lieu. Donc, très probablement, il y a eu une entente avec David Lockridge, qui donc a eu très probablement obligation de se taire, puisqu'on n'en a plus jamais entendu parler par la suite. Il n'a plus jamais communiqué sur le sujet. Et le procès n'a jamais eu lieu. 2020, OceanGate construit la coque du sous-marin qui est initialement le Cyclops 2, qu'il renomme en Titan. Le but étant justement d'emmener des passagers visiter l'épave du Titanic. C'est un cylindre composé de 667 couches de fibres de carbone, donc 127 mm d'épaisseur totale. À peine on parlait des coefficients de sécurité, on a repris les calculs de cette coque-là. Si elle avait été réalisée de manière absolument parfaite, sans la moindre bulle et sans la moindre inclusion, sur une immersion équivalente à celle du Titanic, on avait un coefficient qui était de l'ordre de 1,9. Je vous laisse apprécier 1,9, c'est extrêmement léger pour des coefficients de sécurité, en sachant que c'est sur une hypothèse d'une coque réalisée avec une perfection absolue. L'entreprise qui réalise cette coque signale qu'elle est constituée au maximum de 1% d'inclusion de bulles, puisque c'est le danger principal lorsque l'on crée une fibre de carbone, qu'il y ait des bulles qui soient piégées à l'intérieur. Normalement, on utilise un autoclave, c'est-à-dire un espèce de gigantesque four qui est en dépression et qui va servir à évacuer les bulles. Malgré ça, il reste quand même des inclusions de bulles. Mais là, pour être plus sûr du résultat, l'autoclave n'est pas utilisé. Et donc, la conséquence, c'est qu'il y a une coque qui est ni testée, ni évaluée, ni passée aux ultrasons, pour laquelle il y a simplement une affirmation de présence de bulles, mais sans plus, et dans laquelle il y a des senseurs acoustiques qui ont officiellement pour mission de détecter les ruptures de fibres pour le cas où elles se produisent. Lorsque vous savez que pour exécuter une plongée, il y a à peu près 2h30 de descente et 2h30 de remontée, et que la fibre de carbone est quelque chose qui a, hélas, des propriétés qui font qu'elle ne casse, enfin du moins elle casse très brutalement, et c'est comme du verre, au moment où elle commence à casser, il y a une ruine du matériau qui se produit quasi instantanément. Donc vous avez quelques dixièmes de seconde de préavis devant vous. Donc oui, vous avez un système acoustique qui va vous donner une information quelques dixièmes de seconde avant, qui vont précéder votre disparition. En 2021 et 2022, le Titan est réalisé, donc avec les conditions que l'on a vues. Il réalise 90 tentatives de plongée, essentiellement peu profondes, donc quelques centaines de mètres de profondeur. Et sur ces 90 tentatives, seules 13 arrivent à un succès. Donc là aussi, on a quasiment un petit 10% de performance sur de faibles profondeurs. Une seule plongée confirmée à 2800 mètres, un peu plus en réalité. Et les personnes qui étaient à bord, lorsqu'elles sont extraites de l'habitacle, puisque l'habitacle est fermé et boulonné, donc on ne peut pas l'ouvrir de l'intérieur, annoncent toutes qu'elles ont entendu des terribles craquements et des explosions dans la coque. Très probablement, ces explosions étaient des fibres de carbone qui venaient de casser. Malgré ça, aucune réparation n'est demandée, aucune inspection n'est demandée, et la coque est considérée comme parfaitement valable et parfaitement saine.
2023, le début d'année est essentiellement ponctué par une mauvaise météo qui empêche toute tentative de plongée jusqu'au 18 juin. Première plongée de l'année, les conditions climatiques sont extrêmement mauvaises. Le navire qui porte le Titan s'approche du Titanic, la mise à l'eau est assurée. Et je vous ai présenté ici les points qui sont des points pinger, c'est-à-dire pour lesquels il y a eu confirmation de retour vers la surface du sous-marin. Le sous-marin fait une descente qui est au double de la vitesse normalement prévue pour assurer sa plongée. Ça signifie que toute personne normalement constituée qui pilote le sous-marin aurait dû se rendre compte immédiatement que quelque chose n'allait pas et aurait pu faire surface et aurait pu annuler la plongée et ça aurait sauvé 4 vies innocentes. Je dis bien 4. Malgré tout, la plongée est maintenue jusqu'à 3433 mètres, qui est le dernier point pour lequel on a eu un éco-pinger. Donc la descente, comme je vous l'ai dit, se fait au double du taux de descente, donc 2 fois plus vite, ce qui est impressionnant. À partir de 2400 mètres, des bruits importants dans la coque sont détectés par des hydrophones. Donc on entend clairement des bruits de craquement. De par des informations que l'on a pu obtenir, il y a des échanges entre Stockton Rush, qui pilote l'engin, et le navire de surface, qui signale qu'il entend des bruits. Malgré tout, il continue. Et à 3433 mètres, non seulement les lestes qui permettent normalement au sous-marin de remonter sont largués, mais ça ne suffit pas, le sous-marin continue à descendre et il y a un système de sécurité qui vise à larguer le châssis complet qui entoure la coque, que je vous ai présenté en rouge et en blanc, qui est un châssis d'appui. Normalement, il ne doit pas être largué, mais il y a un système de sécurité pour l'éjecter, et donc c'est une procédure de sécurité supplémentaire. Le châssis est largué, la descente s'arrête, le sous-marin commence tout doucement à remonter, donc on le voit ici sur les 3 points, qui sont des points non confirmés, les points en rouge. Mais la descente s'arrête et le sous-marin commence à remonter. Bien évidemment, lorsque vous savez qu'il y a 2 heures de remontée devant vous, la pression continue à s'exercer, et la pression continuant à s'exercer et la coque continuant à se dégrader, eh bien, il advient ce qui vous a été présenté par les journalistes lorsque ça s'est produit. Ceci est une simulation simplement. La coque implose. La fibre de carbone, lorsqu'elle commence à casser, se brise comme du verre. Et donc, vous avez 4 images ici d'une simulation. Je dis bien c'est une simulation. L'erreur de cette simulation est qu'elle est axisymétrique. On y reviendra par la suite. On a calculé une durée estimée entre 40 et 120 millisecondes entre le début de la rupture et l'implosion totale. Donc c'est quasi instantané. La pression à l'intérieur de la coque lors du pic de l'implosion a été simulée et donc calculée à 3740 bars. C'est quelque chose de phénoménal. C'est une implosion qui a été suivie d'une explosion, et je vous expliquerai pourquoi ensuite. Et par effet diesel, donc, on a une température au pic de l'implosion calculée à 5410 degrés. Voilà, ça vous donne une idée des conséquences de l'incurie qui s'est produite lors des années précédentes et vers quoi cela aboutit. Je vous ai mis ici la présentation de l'implosion d'un wagon. L'image n'est pas accélérée. Donc vous voyez à quelle vitesse une coque
qui pourtant est produite dans un matériau qui est homogène, qui a un comportement linéaire. Alors là, on est en plasticité, donc le comportement n'est plus du tout linéaire. Mais c'est quelque chose de quasi instantané, d'extrêmement violent. Les images de simulation ne sont pas tout à fait exactes puisque je vous ai présenté une implosion axisymétrique, c'est-à-dire parfaitement identique en rotation. Vous voyez ici que le wagon et presque toutes les implosions respectent le fait qu'entre le point le plus bas de la coque et le point le plus haut de la coque, il n'y a pas la même pression. Et donc, la coque va s'écraser, va s'aplatir au lieu de s'écraser de manière axisymétrique. Et on le voit ici, on a des points qui sont des points où le matériau s'évase et d'autres points où le matériau rentre vers l'intérieur. Et la récupération des anneaux de titane qui étaient autour du titan, justement, a montré qu'il y avait eu d'abord implosion, puis explosion, puisque les deux lèvres qui étaient de part et d'autre de chacun des anneaux étaient éjectées, une vers l'intérieur et une vers l'extérieur, ce qui prouve bien que la coque a bien suivi ce phénomène-là, qui est bien connu, d'implosion. Et donc, je vous ai montré un wagon parce que le retour d'expérience est suffisamment glauque comme ça. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très brutal. Et je vous remercie pour votre attention. Et je suis à votre disposition. Je pense que dans le style chronique d'une catastrophe annoncée, oui. On ne peut pas faire mieux quand même. Absolument. Très bien. Est-ce que, bon, vous voyez que là vous avez vraiment bénéficié d'informations de premièrement qui sont extrêmement intéressantes, qui sont entre nous, hein. Puisque l'enquête des gardes-côtes américaines est toujours en cours, mais bon, il y a quand même pas mal d'éléments qui sont sur la place publique et tout ce que tu nous as rapporté est de ce domaine-là. Est-ce que dans la salle, il y a des questions sur ce sujet? Allez-y, le micro arrive. Bonjour, Jean Mazière, étudiant à l'Université de droit de Toulon. Merci beaucoup pour votre présentation très intéressante. J'avais une question relative à une déclaration de Stockton Rush, PDG donc de OceanGate. Il avait déclaré auparavant de la mise à l'eau du Titan, quand il y avait déjà des problèmes qui avaient été soulevés, qu'il n'engageait pas de vieux hommes blancs sur ces projets, car ils étaient dépourvus d'imagination. Alors, je pose la question, est-ce que ça a vraiment joué ou est-ce que c'était seulement une déclaration polémique? Il l'a dit, sérieusement? Oui, absolument. Ah ouais. Il était quand même spécial. Je vous avoue que je n'ai pas osé mettre cette image, mais vous avez parfaitement raison. Il l'a dit réellement et j'ai longuement hésité avant de le mettre parce que c'est une affirmation qui vraiment fait froid dans le dos. En clair, il a dit qu'il n'engageait pas de personnes qui avaient une expérience dans le domaine des sous-marins, car c'était obligatoirement des personnes, alors je cite, bien évidemment, je ne cautionne absolument pas, des personnes cinquantenaires, blanches et pas inspirantes. Voilà, je vous laisse la libre appréciation sur la qualité de l'inspiration qu'il a pu avoir. Mais vous avez parfaitement raison et je vous avoue que je n'ai pas osé mettre cette présentation, cette information, parce qu'elle me paraissait... Enfin, j'étais persuadé que personne ne le croirait. Mais effectivement, on voit où mène le fait d'avoir trop de certitudes et plus de doutes. En tout cas, c'est la leçon qu'on peut avoir. Autre question ? Est-ce que sur ce sujet, juste nos deux intervenants, là, qu'est-ce que ça leur inspire, monsieur l'ingénieur, vous qui... Alors, évidemment, moi, j'aurais été un soixantenaire peu inspirant pour le PDG d'OceanGate. Ça m'inspire tout à fait que la mer est un des 4 éléments auxquels on a beaucoup de mal
à résister. Plonger, ce n'est pas du sport de masse, hein. Et c'est peut-être ce que les organisateurs ont évolué. Bon, je vous parlerai dans quelques minutes de la sécurité des sous-marins militaires. Je n'aurais jamais plongé sur un sous-marin qui n'était pas certifié, quoi. C'est déjà un beau message. Commandant, est-ce que vous avez un petit commentaire là-dessus? Alors, j'ai pas mieux à dire. J'ai une carrière principalement dans les forces sous-marines. J'ai passé plus de 20 000 heures de plongée sous le dioptre. Et une chose est certaine, pour la France, je navigue sur sous-marin et je conduis des missions opérationnelles. Pour me faire plaisir, je ne partirai certainement pas sur un sous-marin qui n'aurait pas été certifié par des organismes aux compétences reconnues. Et donc, j'ai parfaitement confiance sur les sous-marins militaires conçus par Naval Group, certifiés par la DGA. Dans le cas du Titan, très honnêtement, ma première réaction quand j'ai eu connaissance de cet événement, c'est que jamais de la vie, j'aurais mis mes pieds dans cette coque. Très bien. Déjà, il y a un enseignement très intéressant. Vous voyez effectivement l'importance de ces organismes de certification. Donc, effectivement, dans le domaine maritime, vous avez deux organismes d'État, affaires maritimes, donc sur les centres de sécurité des navires. Mais aussi, vous avez ces sociétés de classe, comme on dit, comme le Bureau Veritas, DNV, je sais pas, il y a RINA, qui sont des sociétés avec de véritables experts, des ingénieurs qui vont effectivement vous apporter des certifications. Voilà, qui sont importants. Très bien. Écoute, Didier, vraiment, on se sent très privilégié parce que je sais que tu as eu accès à des sources tout à fait sûres, donc c'est intéressant. Comme je vous l'ai dit, effectivement, donc l'administration américaine est en train de produire fait son enquête accident. En France, nous avons un bureau qui est le bureau enquête accident mer, comme je vous l'ai dit, donc qui est piloté actuellement par l'administrateur général Rubin de Servins, que j'ai appelé hier sur ce sujet, et qui surtout me disait « Je ne peux rien te dire parce que tout est classifié » puisqu'il est dans cette enquête sur le Titan, puisqu'il y a eu un Français malheureusement mort. Donc effectivement, au-delà du côté un peu pitoyable et risible de l'affaire, effectivement, le côté dramatique, c'est ces gens qui sont parfois montés en toute confiance et peut-être pas narjolés. Il y aura peut-être quelque chose à creuser là-dessus. C'est la raison pour laquelle je parlais de 4 victimes, bien qu'il y ait eu 5 morts. Oui, tout à fait. Très bien. Donc,